Alors bonsoir, bonsoir. Ce soir, on va parler de comment mieux gérer ses finances. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment reprendre le contrôle de son argent. La raison pour laquelle on en parle, et je sais qu'une question qui revient très souvent lorsqu'on parle de finances, lorsqu'on parle d'argent, c'est à chaque fois, pourquoi est-ce que tu parles à chaque de l'argent? Est-ce que c'est l'argent, c'est la chose la plus importante? La vérité, c'est que non. L'argent n'est pas la chose la plus importante, mais l'argent affecte tout ce qu'on aime. L'argent affecte en fait tout ce qui nous est cher. Tout ce qu'on aime et tout ce qu'on aime. Donc, c'est important d'avoir le contrôle de ses finances. Parce que quand on n'a pas le contrôle de ses finances, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un événement arrive, ça peut être un parent qui est malade, ça peut être un projet dans lequel on investit, ça peut être un enfant qui a un besoin particulier. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le contrôle de ses finances et qu'on est totalement désespéré. On commence à faire des prêts, ainsi de suite, et ça va dans tous les sens. Et donc, c'est important d'avoir le contrôle de ses finances, surtout lorsqu'on se rend compte que la raison principale pour laquelle la plupart des couples divorcent à cause des problèmes d'argent. Les problèmes d'argent, c'est littéralement l'une des raisons principales pour lesquelles il y a des problèmes dans des foyers, il y a des disputes, il y a des éclats de voix, ainsi de suite, parce qu'on n'a pas vraiment compris, on n'a pas la même vision des choses. Donc, si on parle d'indépendance financière, si on parle de stabilité financière, il est important qu'on prenne le contrôle de ses finances. On se demande comment est-ce que je fais en sorte que l'argent que j'ai, je sache comment le multiplier afin qu'il grandisse au fur et à mesure. Et donc, ce soir, on parle de comment non seulement augmenter sa revenu, mais également comment augmenter son épargne. Parce que je sais que l'une des pensées limitantes qui revient très souvent lorsqu'on parle d'augmenter son épargne, les gens se disent, OK, j'ai pas assez d'argent, je ne gagne pas assez pour pouvoir épargner. Je suis étudiant, je suis au chômage, je suis en transition d'emploi, ou je suis dans un pays où je touche le SMIC, en fait. Je ne gagne pas assez pour pouvoir dégager une épargne importante. Mais encore, c'est une pensée limitante. Donc, ce soir, on va voir si dans le cas où tu ne gagnes pas assez d'argent, comment est-ce que tu fais pour augmenter tes revenus de façon simple et vraiment pratique, de façon efficace. Et si tu gagnes déjà assez, comment est-ce que tu fais pour passer au next level et comment est-ce que tu fais pour booster vraiment ton épargne. Et la raison pour laquelle j'en parle ce soir, c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, je parlais de ça avec quelqu'un qui me disait, waouh, je me rends compte du temps que j'ai perdu. Je me rends compte de ce que j'aurais pu faire si j'avais eu le contrôle de mes finances plus tôt. Je me rends compte de l'épargne que j'aurais pu faire. Je me rends compte de ce dans quoi j'aurais pu investir si j'avais seulement su ce que je sais maintenant. Si j'avais une belle vision d'où est-ce que mon argent part et où ça ne part pas. Parce que la vérité, c'est que lorsque beaucoup de gens se plaignent, je n'ai pas cet argent, c'est pour ça que je n'ai pas. Mais la vérité, c'est que si tu travailles, si tu es un salarié, que tu sois en Europe, en Afrique, tu touches un salaire tous les mois. Si tu touches par exemple 3 000 € de net en termes de salaire, au bout, et que tu travailles depuis 5 ans par exemple, si on fait les maths, d'accord, si on fait 3 000 € de salaire net, au bout d'un an, ça te fait près de 36 000 € de salaire que tu auras empoché. D'accord. Et aussi, si tu travailles par exemple depuis 5 ans, ça va te faire 180 000 €. D'accord. Donc, si tu touches 3 000 € de salaire mensuel, au bout de 5 ans, tu vas toucher 180 000 €. Ce qui est un montant assez important. Si tu es en Afrique et que tu touches, par exemple, disons 300 000 €, d'accord. Si tu es en Afrique et que tu touches 300 000 €, tu auras touché 18 millions. Okay. Donc, on se rend compte que ce n'est pas en fait un problème de je ne touche pas assez d'argent ou je n'ai pas d'argent. Non, je n'ai pas d'argent parce que je ne touche pas assez. Non, le problème c'est comment est-ce que je gère l'argent que j'ai. Comment est-ce que je fais en sorte que l'argent que j'ai, une fois que je le touche en fait, je ne le dilapide pas. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ne savent même pas où leur argent part. Si tu es quelqu'un qui à la fin du mois, tu regardes ton relevé bancaire, tu te dis, waouh, j'ai touché mon salaire il y a 12 jours. Comment ça se fait que nous sommes le 15 du mois et mon argent est totalement volatilisé? Où est-ce que mon argent est passé? Si c'est le sentiment que tu as à la fin de chaque mois, c'est un signe que tu n'as pas forcément le contrôle de tes finances. C'est un signe que tu n'as pas le contrôle. C'est un signe que l'argent, en fait, tu n'utilises pas forcément l'argent. Et c'est on parle, on vit à une ère où tout le monde parle d'indépendance financière, de liberté financière et tout ça. Mais la vérité, c'est que la liberté financière, tu l'auras uniquement si tu as l'éducation financière, en fait. L'indépendance financière suit l'éducation financière. Parce que si tu n'arrives pas à gérer 1 000 €, si tu n'arrives pas à gérer 3 000 €, tu n'arrives pas à gérer 5 000 €, tu ne réussiras pas à gérer 50 000 €. Si beaucoup de gens se disent, OK, si j'ai plus, je vais mieux gérer mon argent. C'est pas le cas, en fait. La vérité, c'est que tu gères ce que tu as et au fur et à mesure que tu gères mieux, tu te rends compte que la capacité que tu as gagné de l'argent augmente. Si je prends par exemple le cas il y a beaucoup de personnes qui, je lisais un article récemment qui disait, le français moyen a moins de 1 000 € d'épargne dans son compte en banque. D'accord? Le français moyen ne peut pas subvenir à une dépense imprévue de 5 000 €. Et quand j'ai lu cet article, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez, ça m'a interpellé en fait.
Parce que on parle ici des personnes qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine, et je me dis, ce sont des personnes qui travaillent peut-être depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Comment ça se fait en fait qu'elles ne puissent pas subvenir à une émergence de 1 000 euros, de 5 000 euros, si au cours de ces 5 années, elles ont touché 180 000 euros? Ça veut dire donc que le problème, ce n'est pas tant le fait que je n'ai pas assez d'argent. Le problème, c'est comment est-ce que je gère en fait l'argent que j'ai. Comment est-ce que je fais en sorte que l'argent que j'ai, je l'utilise de ce qui se fructifie, c'est ce dont on va parler ce soir. Ok. Et donc, on va commencer à parler de comment mieux gérer son argent. Parce que si on parle l'épargne vient par la suite. Comment est-ce qu'on fait en sorte, quels sont les sacs qu'on doit avoir à l'esprit si on veut vraiment augmenter son épargne? La première chose, c'est vraiment comprendre que l'argent est un outil. D'accord? L'argent, la raison pour laquelle on a les riches, les pauvres et les gens de la classe moyenne, c'est parce que cette division qui est faite n'est pas tant liée à ce que ces gens-là ont en termes de revenus. Lorsqu'on dit que quelqu'un est riche, quelqu'un est pauvre, quelqu'un de la classe moyenne, ce n'est pas tant lié à ce qu'ils ont comme revenus. Cette distinction-là vient vraiment de la façon à laquelle ils pensent de l'argent. Et la raison pour laquelle la plupart des personnes sont pauvres ou vivent au jour le jour, au mois le mois, c'est parce qu'elles pensent comme des pauvres. Ou elles pensent comme des personnes de la classe moyenne. Donc il y a une grande distinction. Donc tu peux penser comme quelqu'un de pauvre, comme quelqu'un de la classe moyenne, ou tu peux penser comme un riche. D'accord? Maintenant, c'est quoi la différence entre ces différentes façons de penser? Quelle est la différence entre la façon à laquelle un pauvre pense, une personne de la classe moyenne pense et un riche pense? Les gens de la classe, les pauvres, par rapport à parce que la façon à laquelle tu penses de l'argent, ce que tu penses de l'argent impacte fortement ce que tu fais de l'argent. Les personnes pauvres pensent que le but de l'argent, c'est de gagner, c'est de dépenser. Ils se disent, ok, j'ai gagné de l'argent, je vais le dépenser. C'est pour ça que c'est ça que l'argent est fait pour être dépensé. Les personnes de la classe moyenne savent que le but de l'argent, elles pensent que le but de l'argent, c'est de travailler avec le risque de crédit afin qu'elles puissent emprunter plus à la banque. C'est pour ça que ce sont les personnes très souvent qui vivent au-dessus de leurs moyens. Elles ont de grosses voitures, elles vivent dans de grandes maisons et tout ça. Elles vivent au-dessus de leurs moyens parce qu'elles sont tout le temps en train de vivre dans le crédit. Ce sont des personnes dans la classe moyenne. C'est une classe très dangereuse dans laquelle, si je te trouve, parce que c'est une classe dans laquelle, du point de vue extérieur, tu es quelqu'un d'opulent. D'accord? Les gens dans cette classe, quand on les regarde de l'extérieur, on se dit, waouh, il est riche. C'est une famille opulente. Parce que eux sont des personnes qui vivent sur le crédit, en fait. Ils ont développé un style de vie qui fait que tous les mois, ils doivent prendre du crédit. Et du coup, les personnes de la classe moyenne pensent que le but de l'argent, c'est tout simplement améliorer leur risque de crédit afin qu'ils puissent continuer à s'endetter de plus en plus. Tandis que les riches, en fait, les riches savent que l'argent est fait pour être investi. Le risque, c'est que l'argent qu'ils gagnent, ils se demandent comment je fais cet argent que j'ai gagné, comment je l'investis afin de gagner plus d'argent derrière. C'est pour ça qu'il investit dans différentes choses. On parlera après dans quoi investir dans son argent pour que cet argent soit fructifié. Mais le riche, fondamentalement, c'est que son argent qu'il gagne n'est pas fait pour être dépensé. D'accord? Et j'aimerais ici t'arrêter à auditer tes habitudes présentement. Quand tu as un influx d'argent que tu reçois, est-ce que tu te dis, à quoi est-ce que tu penses premièrement? Est-ce que tu te dis premièrement, waouh, j'ai eu un 500 en plus, j'ai eu un 1000 euros en plus, j'ai eu un 50 000 francs CFA en plus. Est-ce que je vais acheter une chaussure, je vais acheter une robe, je vais acheter une perruque, je vais acheter X ou Y, Z? Est-ce que tu te dis, waouh, c'est bien parce que je pourrais prendre une voiture, je pourrais changer ma voiture bientôt, je pourrais prendre une plus grosse télé, je pourrais aller en vacances? Ou est-ce que tu te dis, je vais prendre cet argent que j'ai eu, ce supplément d'argent que j'ai eu, et je vais l'investir quelque part? Quelle est la chose qui te vient naturellement? Parce qu'en fonction de la réponse que tu vas donner, tu pourras savoir dans quel cas tu te situes en fait. Et tu pourras savoir le travail qu'il y a à faire. Donc c'est la première étape, c'est de demander comment est-ce que je pense à l'argent. Est-ce que je pense à l'argent comme un riche, comme une personne de la classe moyenne ou comme un pauvre? D'accord? Et la raison pour laquelle c'est très important de commencer par là, parce qu'une pensée limitante que beaucoup de personnes ont, c'est de se dire que je n'épargne pas parce que je ne gagne pas assez. Mais la vérité, c'est que tu n'arrives pas à épargner parce que tu dépenses beaucoup trop, en fait. D'accord? Parce que tu gagnes déjà assez d'argent. Tu gagnes déjà assez d'argent pour pouvoir économiser. Si tu as un salaire que tu reçois tous les mois, ça veut dire que tu gagnes déjà assez d'argent pour pouvoir économiser. Ok? Et il y en a qui se disent, ok, c'est parce que je vis dans ce pays que ça ne se passe pas bien pour moi. Bonsoir ceux qui rejoignent le live. C'est parce que je vis dans ce pays que ça ne se passe pas bien pour moi. C'est parce que je vis dans... Hello coach. C'est parce que je vis dans tel endroit que ça se passe bien. Bon, si j'étais en Europe, je pourrais plus épargner. Si j'étais aux États-Unis, je pourrais plus épargner. Si j'étais au Canada, je pourrais plus épargner. Non, ce sont des pensées limitantes en fait. Il n'y a pas de pays où l'argent est gagné facilement en fait.
Ça n'existe pas. Dans chaque pays, j'étais au pays récemment, quelqu'un me disait, franchement, ici au pays, c'est trop dur, c'est vraiment trop dur. Si là-bas, chez vous, c'est mieux. Non, c'est dur partout, en fait. Les gens aux États-Unis crient. Et donc, beaucoup de personnes se disent, ok, c'est parce que c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de l'État, c'est le système vraiment qui est mal, c'est le système qui est foutu, c'est pour ça que je n'arrive pas à épargner. Non. Parce que si je te dis que c'est le système, si je te dis que c'est le gouvernement, c'est l'État, ça veut dire que tu n'as pas d'action que tu puisses prendre. C'est pas possible, ma boucle est tombée, mais bon, c'est pas grave. Si tu te dis que c'est le gouvernement, c'est l'État, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action que tu puisses prendre pour changer les choses. Et ça veut dire que tu vas attendre 40 ans, 50 ans, 70 ans que le gouvernement change pour que ta situation financière change. Mais ce n'est pas le gouvernement n'a pas pour rôle de te rendre riche. Aucun gouvernement n'a pour rôle de te rendre riche. Donc il est important qu'on reprenne le contrôle. Ou se dit, ok, ça cause mes parents. C'est parce que mes parents n'ont pas appris à gérer mon argent. Encore là, bah écoute, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient. Ou te dit, c'est parce que j'avais un partenaire, ou c'est parce que ma femme dépense trop. C'est parce que mon mari est trop radin. Non. Tant que tu blâmes quelqu'un sur la situation financière actuelle, ça veut dire que tu donnes le contrôle à la personne qui est en face de toi. Ça veut dire que tu te dis que tu ne peux pas changer les choses, en fait. Donc, on arrête de blâmer. Ok, c'est parce que ma soeur, on a fait un business, ça s'est mal passé là. Ou c'est parce que mon frère m'a arnaqué. Encore une fois, non. Ce sont des pensées limitantes. Tu as le contrôle. Et donc, audite ta situation financière, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais concrètement? Comment est-ce que je change les choses? Donc, la première étape, comme on a vu tantôt, on parle ce soir de comment augmenter ses revenus, comment pousser son épargne. Comment vraiment faire grimper son épargne. Et donc, la première chose qu'on va avoir à l'esprit, c'est vraiment faire un bilan. Il faut qu'on fasse un bilan. Où est-ce que je me situe présentement? Qu'est-ce que j'ai présentement épargné? D'accord? Quelle est ma situation actuelle? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai 10 000 euros d'épargné? Est-ce que j'ai 500 euros d'épargné? Est-ce que j'ai 50 000 euros d'épargné? Est-ce que j'ai 200 000 euros d'épargné? Qu'est-ce que j'ai d'épargné actuellement? Il faut qu'on sache où on se trouve. Parce que beaucoup de personnes, c'est un truc, ils se disent, ok, je vais épargner si j'ai un projet. Tant que je n'ai pas de projet, je n'épargne pas. Non. Ok? Donc, fais un inventaire. Ouvre tes différents comptes en banque, tes différents, ok, j'ai mis des tontines. Combien est-ce que tu as épargné? Combien est-ce que tu as épargné actuellement? Ça, c'est la première étape. Ensuite, on veut vraiment faire un suivi de ce dans quoi on dépense présentement. Où est-ce que mon argent part? Tu peux uniquement améliorer ce que tu contrôles. Si tu n'as pas le suivi de ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas l'améliorer en fait. C'est la raison pour laquelle quand les personnes veulent perdre du poids ou quand elles veulent être en meilleure forme physique, le coach te dit très souvent, ok, tu vas manger, tu as 2000 calories par exemple à consommer par jour. À la fin de chaque semaine ou à la fin de tous les 2-3 jours, va sur la balance pour voir ton poids. Pour voir exactement comment est-ce que ce que tu manges affecte ton poids en fait. Parce que c'est important qu'on ait un suivi, c'est important qu'on sache ce qui se passe. Et dans ce que tu veux faire, dans quoi est-ce que je dépense? Et littéralement prendre, j'appelle ici ça fait un bilan. Donc, okay. Donc là, tu fais le point. Je fais le point où j'en suis en termes de mon épargne. Où est-ce que j'en suis avec mon épargne? Ensuite, je fais un bilan. Je me dis, d'accord, j'ai ça d'épargner présentement. J'ai 5 000 euros d'épargné. Ok, c'est pas très mal. Ou je n'ai rien d'épargné. Ok. Maintenant, je fais une analyse. Où est-ce que mon argent part? Je prends, pour ce faire, il faut prendre, idéalement, si tu es dans la diaspora, tu prends ton relevé bancaire des 3 derniers mois. Tu l'extrais, tu l'imprimes et tu regardes tout simplement où ton argent part. Dans quelle catégorie? Il y a les banques qui te permettent de catégoriser où ton argent part. Dans quoi est-ce que je dépense? Dans quoi est-ce que je dépense au quotidien? Parce que très souvent, surtout qu'on paye avec la carte, c'est facile, je veux dire, très souvent, il y en a qui ne se rendent pas compte de combien ils dépensent parce qu'on paye avec la carte. Tu arrives au magasin, oui, je veux ça, pam, tu passes la carte, c'est passé. Oui, je veux ceci, tu passes la carte, c'est passé. Du coup, à un moment donné, tu ne sais pas où tu en es, en fait. Tu ne sais pas où ton argent est passé. Donc, tu prends tes relevés bancaires, tu te dis, ok, d'accord, je vais regarder où est-ce que mon argent part véritablement. Bonsoir, Julie. Je vais regarder où mon argent part véritablement. Et tu, littéralement, tu comprends où ton argent part. Si tu es en Afrique, il faudra que tu sois plus minutieux. Il faudra que tu le fasses de façon plus manuelle. Parce que le système paiement bancaire n'est pas vulgarisé en Afrique. Mais en Europe, ou en Occident, je sais qu'il y en a qui regardent ça des États-Unis et du Canada. Si tu es dans la diaspora, challenge-toi à prendre un relevé. D'accord? Et ce que tu fais, c'est, ok, où est-ce que mon argent part? D'accord? Où est-ce que je dépense? Je touche 3 000 euros à la fin du mois. Je touche 5 000 euros à la fin du mois. Dans quoi est-ce que je dépense mon argent? Tu seras surpris de voir où ton argent part. Tu seras très surpris. Moi, quand je l'ai fait, j'ai été surprise.
J'ai des surprises. Et au départ, tu le fais une fois par mois, ou tu commences pour les 3 derniers mois, mais après, tu peux te challenger à le faire toutes les semaines. Moi, je le fais toutes les semaines. Des fois, je le fais même tous les jours. Ça me prend 5 minutes. Pendant que je suis en train de prendre mon petit déjeuner, j'ouvre mon compte, je dis, dans quoi est-ce que j'ai dépensé hier? Quels sont les revenus que j'ai eu hier? Parce que je veux avoir une visibilité sur ce qui se passe avec mes finances. Si tu ne gères pas tes finances, si tu n'as pas la capacité de regarder où ton argent part, tu ne pourras pas gagner plus d'argent, en fait. Donc, une fois que c'est vraiment, tu veux définir quel est mon objectif. Tu sais où tu es présentement. Ok, pour le moment, j'ai par exemple 5 000 euros d'épargne, d'accord? Et d'ici la fin de l'année, je veux épargner, disons 50 000 euros, d'accord? C'est mon objectif. Très souvent, au début d'année, je fais cette vidéo, nous sommes le 13 mars. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'en début d'année, on se dit, ok, je veux gagner plus d'argent, je veux épargner plus, je veux investir dans différentes choses. Mais ce qui se passe, c'est que une fois que l'année commence, on oublie en fait ce qu'on a fixé comme objectif. Ça devient un souvenir lointain. Ça devient un souvenir lointain. Et on se dit, oui, c'est ce que je voulais encore faire. Les résolutions, on les a oubliées en fait. Et donc, tu te dis, quel est mon objectif 2024? Combien est-ce que j'aimerais épargner? Quel est le montant que je veux épargner? Parce que si tu n'as pas d'objectif clair, tu auras du mal à avoir un plan d'action derrière, dont on va parler maintenant. Pour que tu puisses... Oh, coucou du Maroc. Pour que tu puisses véritablement augmenter ton épargne, il faut que tu aies un objectif clair sur lequel tu travailles. D'accord? Donc, tu dois le définir pour toi. Combien est-ce que j'aimerais épargner? Est-ce que c'est 3 fois plus? Si je suis à 5 000 euros, est-ce que je vais épargner 20 000 euros? Est-ce que je vais épargner 50 000 euros? La raison pour laquelle c'est important, c'est parce que la raison pour laquelle 90% des personnes n'atteignent pas les objectifs, c'est parce que 90% des personnes n'ont pas d'objectif, en fait. 90% des êtres humains vivent en autopilote. Ça veut dire, on se réveille le matin, on se brosse les dents, on prend son petit déj, on va au boulot, on parle avec les collègues, on rentre le soir, on est dans les bouchons, on arrive à la maison, on allume la télé, on voit Netflix, après on va se coucher, le lendemain on refait la même chose. Et on vit comme ça pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. La plupart des personnes n'ont pas de vision de ce qu'elles veulent vraiment créer. Et c'est la raison pour laquelle elles ne créent rien en fait. Pas parce que c'est difficile de créer, mais c'est parce que beaucoup n'ont même pas le focus pour se dire voilà ce que je veux vraiment créer cette année. Voilà le nombre que je veux vraiment atteindre. Donc, on veut se définir qu'est-ce que je veux vraiment en termes d'épargne, qu'est-ce que je veux avoir comme épargne. Une chose qui va permettre d'être galvanisé à l'idée de faire une épargne, c'est vraiment que tu aies un projet dans lequel tu vas investir. D'accord? Te dire, ok, moi, cet objectif, tu veux le lier à un projet. Te dire, ok, je vais épargner tel montant dans le but d'investir dans telle chose. Et on en parlera, on parle de l'investissement tantôt. Je vais épargner tel montant dans le but d'investir dans tel véhicule. Si tu n'as pas ce petit truc-là, c'est une raison pour laquelle tu épargnes. Ce qui se passe, c'est que tu n'épargneras pas, en fait. Tu n'épargneras tout simplement pas. Donc, on a l'objectif qu'on a défini qui est clair. On veut maintenant, c'est la partie qui est la plus difficile. Cette partie, c'est la partie où tout le monde, je vais perdre beaucoup de personnes. Parce que c'est la partie que personne ne veut faire. Définir l'objectif, c'est excitant. Faire le bilan, oui, ça c'est possible. Mais la 4e étape, c'est vraiment ici, faire un budget. C'est faire un budget et se demander concrètement dans quoi est-ce que je comprends, on a fait le bilan, on a compris où notre argent partait. On veut vraiment se demander maintenant qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je restructure le tout en fait. Comment est-ce que je restructure le tout? Parce que si on se rend par exemple compte que, ok, je me rends compte que j'épargne uniquement... Ma caméra est inversée, really? Comment c'est possible? Intéressant. Est-ce que ma caméra est inversée pour tout le monde ou c'est juste pour Aboubakar? Les écritures. Ah, les écritures. Ah, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que les écritures sont inversées. C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Donc, heureusement que je parle également, donc je peux suivre ce que je dis à Aboubakar. Donc là, je disais tantôt que la prochaine étape, ce sera donc de faire un budget. De faire un budget, se demander concrètement, ok, où est-ce que mon argent part? Et quelles sont les sections que je dois raffermir un tout petit peu? D'accord? Quelles sont les sections que je dois raffermir un tout petit peu? Ça peut être, ok, peut-être je dépense beaucoup dans la nourriture. Je dépense, je touche 3 000 euros, mais je me rends compte que je dépense par exemple 800 euros dans la nourriture. Je te dis, ok, là c'est beaucoup, ça fait beaucoup. Si je dépense 800 euros dans la nourriture. Ou peut-être je dépense beaucoup dans les transports. Je me rappelle quand j'ai commencé à bosser,
Je prenais le Uber pratiquement tous les jours. Littéralement, quatre fois par semaine minimum, j'étais dans les Uber. Et après, je me suis rendu compte, je me rendais pas compte, hein, parce que quand tu prends une course à Uber, c'est quoi? C'est 15 euros ici, 20 euros là, 25 euros. Tu dis, bon, ça passe rapidement. Et après, à la fin du mois, 2 mois, 3 mois, je prends mon réveil, je me dis, mais attends un peu. Je me suis rendu compte que j'ai dépensé pratiquement 500 euros dans le Uber. C'était un truc de ouf. Je me suis dit, mais je dépense entre 500 et 600 euros dans les Uber. C'est pas possible, en fait. Et parce que ce sont des petites dépenses que tu fais rapidement, tu ne te rends pas compte, en fait, que tu dépenses autant. Mais il y a un gros, il y a un gros effet boule de neige qui s'est parce que quand tu dépenses, par exemple 500 euros par mois sur un truc, à la fin de l'année, c'est énorme. C'est près de 6 000 euros. C'est 6 000 euros, en fait. Et donc, j'ai dit, ok, là, c'est un truc que je dois annuler. Ou je dois réduire tout simplement. Je me suis dit, j'ai dépensé énormément dans la nourriture, toujours de manger d'ailleurs ici. Je me suis dit, ok, là, c'est un truc que je dois également voir comment restructurer, en fait. Il y en a qui dépensent 1000 euros par mois dans la nourriture. Et ils vivent seuls, par exemple. Parce que on va peut-être, on va au boulot, on arrive au boulot, on va à la cantine, on mange avec l'équipe, avec nos collègues. Après, on rentre le soir, puis on n'a pas envie de préparer, du coup, on commande un truc vite fait. Après, le week-end, on veut manger africain, on va faire des courses et tout ça. Du coup, à la fin du mois, la facture est salée, en fait. Ou après, le week-end, on fait une sortie avec les amis et tout, on achète à boire à tout le monde et tout. Les factures, ça remonte rapidement. Et si on ne s'arrête pas, on se dit, ok, quel est mon budget en fait? Beaucoup de personnes n'aiment pas parler de budget parce qu'ils se disent, ok, être le budget, ça va me faire, ça va me contraindre et tout. Mais le budget, te donne te donne la liberté. Si tu veux vraiment être libre, il est important que tu sois discipliné. Si tu veux être libre dans n'importe quel, si tu veux être libre financièrement, tu dois être discipliné avec tes finances. Si tu veux être libre en termes de temps, une temporelle, tu dois être discipliné avec ton temps. Si tu veux être libre physiquement, avoir une forme physique au top, tu dois être discipliné en fait. La discipline précède la liberté. Et je pense que très souvent, quand on parle de discipline, les gens se disent non, j'ai pas envie d'être. Ça a l'air un peu. On a le sentiment on est au CP, ou on est en sixième, où le maître est avec nous. Du coup, quand on parle de discipline, très souvent, on associe ça à des restrictions et tout. Mais les restrictions, en fait, sont là pour nous permettre d'être libres par la suite. Parce que si on n'a pas ces restrictions-là qu'on se met, qu'on s'impose, on ne level pas, en fait. C'est un peu comme un athlète qui veut courir, qui veut faire un marathon. Une personne qui s'entraîne pour le marathon, il a une discipline différente de une personne qui ne va pas faire le marathon, en fait. Ou par exemple, une personne qui s'entraîne pour un match de foot. Les footballeurs, par exemple. Quand on dit, ok, la CAN arrive, ils ont une discipline en termes de ce qu'ils mangent, le nombre d'heures qu'ils font. Il y a des trucs qu'ils ne font plus du tout parce qu'ils savent qu'ils s'apprêtent pour une compétition, en fait. Et donc, c'est pareil, si je veux te dire que je vais essayer mes finances, je veux augmenter mes revenus, je vais aller au next level avec mon business, et que tu n'es pas prêt à être discipliné et à voir exactement ce dans quoi tu dépenses et tout, ce sera difficile en fait pour toi de réussir. Donc si tu veux être discipliné, tu te dis ok, dans quoi est-ce que je dépense? Et te faire un budget. D'accord? Ok, à la fin du mois, je dois dépenser maximum tel montant dans telle poche. C'est ça le but d'un budget. Te dire ok, pour la nourriture, je vais dépenser tel montant. Pour les sorties, je vais dépenser tel montant. Est-ce que la règle du 50-30 est une bonne façon de gérer ses finances? C'est une façon que je l'ai un peu révisitée. La façon à laquelle je gère, c'est à ce niveau. Si on parle de comment est-ce que je gère mon budget. Si j'ai comme un cercle, d'accord, et que je me dis comment est-ce que j'ai mon budget. J'aime avoir ici 50% maximum qui vont aller dans tout ce qui est dépenses incompressibles. Dans dépenses incompressibles, j'entends vraiment dépenses importantes. Ça va ici être le loyer, les assurances, la nourriture, tout ce qu'on a besoin pour vivre. Mais ça n'inclut pas forcément, ça sont vraiment les besoins, pas les désirs. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Il y en a qui prennent leurs désirs pour des besoins. J'ai besoin d'une 15e perruque. Ça, c'est pas un besoin, ça, c'est un désir. Je veux une deuxième perruque. Je veux une 15e perruque, c'est pas un besoin. Ou j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une Range Rover, c'est un désir. J'ai besoin de la dernière Nike qui est sortie, c'est un désir, c'est pas un besoin. Et donc, il faut qu'on s'en même dire, est-ce que c'est un désir ou un besoin que j'ai présentement? Parce que la raison pour laquelle beaucoup de personnes dépensent, c'est parce qu'elles confondent les deux, en fait. Donc là, 50%, c'est vraiment pour les besoins. Ça veut dire, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'électricité, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'un toit sur ma tête. Ce sont des besoins, d'accord? Donc là, on va 50%. On aura après 15%, pardon, qui vont aller dans ce qui est extrêmement important, qui est un fonds d'urgence. Alors, le fonds d'urgence,
ou emergency fund, c'est vraiment le fonds que tu vas avoir quand un truc se passe. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver. Ça peut être un parent qui a besoin d'aide, ça peut être un enfant qui a besoin d'aide, ça peut être toi qui as un truc qui t'arrive, ça peut être la voiture qui tombe en panne, tu es malade pendant... Il y a la vie, la seule assurance qu'on a, c'est que la vie va continuer à nous arriver, en fait. Il y aura des événements imprévisibles auxquels on devra faire face. Et dans le fond d'urgence, c'est vraiment, tu veux avoir au moins 3 mois. Ça veut dire, par exemple, qu'à la fin du mois, j'ai besoin, comme on a parlé ici, tu as des besoins. Disons, par exemple, que tu touches 3 000 € à la fin du mois et que tes besoins mensuels s'élèvent à 1 500 € ou à 1 800 €. On va dire 2 000 € pour faire simple, ok? 3 000 €, 2 000 € des besoins mensuels. Ton fonds d'urgence, normalement, doit être minimum 3 à 6 mois de tes dépenses mensuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le monde venait à s'arrêter de tourner, tu dois au moins avoir 3 à 6 mois d'épargne quelque part avec lesquels tu pourras vivre. Si tu as un problème au boulot, si tu as ton épouse un petit truc, un petit bobo, si tes parents ont un petit bobo, si ta voiture est accidentée ou a un problème technique et que tu dois sortir, que tu dois dépenser pour la ranger, tu dois avoir au moins 3 à 6 mois de dépenses. Idéalement 1 an, idéalement 1 à 2 ans. D'accord? C'est très important. Parce que la vérité, c'est que la vie va toujours se passer. Donc, 15% de mon argent que je gagne va dans ce fonds d'urgence-là. Une fois que j'ai atteint mes 6 mois, une fois que j'ai atteint mes 1 an d'épargne dans mon fonds d'urgence, je peux transférer cet argent-là dans mon épargne. Mais tant que je n'ai pas encore atteint, par exemple, ça veut dire quoi? Si je gagne par exemple 3 000 € à la fin du mois et que je n'ai pas un fonds d'urgence d'au moins, si je fais 2 000 fois 3, par exemple, et ça fait 6 000. 2 000 fois 6, ça fait 12 000. Donc, mon fonds d'urgence doit être entre 6 000 et 12 000. Si mon fonds d'urgence est moins de 12 000 €, je continue avec 15% dans mon fonds d'urgence tous les mois pour le faire grandir. Une fois qu'il dépasse les 12 000 €, je peux dire, ok, c'est une partie de cet argent que je mettais dans mon fonds d'urgence, je vais le mettre ailleurs. Et cet argent-là sera dans l'épargne. D'accord? 15% va dans l'épargne. Parce que, encore une fois, on va tantôt de multiplier l'argent. Ici, on peut uniquement multiplier ce qu'on a déjà épargné. Donc, on va épargner 15% de revenus qu'on gagne au départ. Maintenant, il nous reste 30%. D'accord? Où est-ce que les 30% partent? Un truc qui est... non, 20%, pardon. On a 50 plus 30, il nous reste 20% à distribuer. Un élément qui est extrêmement important, c'est tout simplement la capacité qu'on a à s'éduquer, à s'instruire. D'accord? Donc, je vais vraiment ici avoir entre 10% qui va aller dans l'éducation. Ça veut dire ici des livres, des formations, des workshops, des séminaires, parce que tu es ta ressource la plus importante. Tu es littéralement la chose sur laquelle tu devrais investir autant que faire se peut. Parce que, indépendamment du business que tu vas lancer, indépendamment de ce que tu voudras entreprendre, si tu n'es pas la personne qui fera que la chose marche, ça ne marchera pas pour toi. Et je dis souvent, beaucoup de personnes me disent, ok, Jolie, c'est quel business que je dois lancer? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dis, est-ce que tu es devenu un entrepreneur qui fera que ça marche pour toi? Parce que je peux te donner toutes les stratégies, tous les business et tout, mais si tu n'es pas l'entrepreneur qui a cette stamina-là, qui a ces compétences-là, qui a cette éthique au travail, qui a cette résilience-là, tu n'arriveras pas au next level, en fait. Donc, investir en toi est extrêmement important, car tu ne connais pas ce que tu ne connais pas, que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que tu penses connaître que tu ne connais pas. Et la raison où tu es, c'est parce que tu ne connais pas ce que tu ne connais pas, en fait. Et donc, plus tu as la capacité à raccourcir la distance entre... La capacité que tu as à raccourcir la distance entre où tu es et où tu veux aller dépendra fortement de ce que tu sais, en fait. C'est la raison pour laquelle investir en toi est une des choses les plus importantes que tu puisses faire. C'est la raison pour laquelle les personnes comme Warren Buffett, qui est l'un des investisseurs les plus riches au monde, qui vaut des milliards de dollars, lit 4 heures par jour. Il vaut des milliards de dollars. Les personnes comme Grant Cardone, qui sont des multimilliardaires, ils continuent à se former dans les séminaires parce qu'ils savent que la seule façon d'aller au next level, c'est en investissant en elle. C'est très important. Et donc, 15-10% du revenu qu'on va gagner, on va investir sur soi. Formation, mentor et tout ça, c'est très important. C'est vraiment le raccourci pour la réussite. C'est vraiment le raccourci. Et finalement, les 10% qui vont rester, c'est vraiment, on va les diviser en deux. D'accord? On aura 5% qui vont aller dans les loisirs. Donc là, c'est vraiment les désirs. Ça veut dire, oh, je veux un nouveau rouge à lèvres. Je vais sortir avec les potes ce samedi, on va aller se faire plaisir. Je vais aller avec une copine au salon esthétique, nous pour faire un soin de beauté. D'accord? Là, on a 5% pour ça. Parce qu'on ne veut pas non plus vivre comme des prisonniers. Il faut qu'on se fasse un tout petit peu plaisir. Et le reste des 5% sera, très important, l'aide.
Ça veut dire ici les dons, tout simplement. Ça peut être les dons à la famille, ça peut être des dons à des personnes qui en ont besoin, ça peut être des dons à... Bref, des dons qu'on choisit à l'église, à la communauté, bref. C'est important, donner, c'est recevoir. Donc, on a un budget qu'on attribue à les personnes à qui on va donner. Donc, voilà comment on va gérer son épargne, son argent, en fait. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si tu à la fin du mois, tu gagnes 3000 euros, justement, et que tu te retrouves en train d'avoir 2000 euros que tu dépenses sur tes désirs uniquement, sur tes besoins, pardon, tu comprends rapidement qu'il y a un problème. Tu comprends rapidement que ça ne va pas le faire, en fait. Et donc, tu devras ici resserrer la ceinture et te dire, qu'est-ce que j'élimine? Qu'est-ce que j'élimine? Qu'est-ce que je change? Comment est-ce que je restructure mon truc? D'accord. Et te dire, ok, dans quoi est-ce que j'investis? Est-ce que j'investis en moi? Dans quoi est-ce que qu'est-ce que j'ai lu? Dans quoi est-ce que j'investis? Je veux dire, est-ce que j'ai pris une formation? Est-ce que j'ai pris un mentor? Est-ce que j'ai lu des livres? C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. La capacité que tu auras à aller au next level dépendra de ce que tu sais. Il y a des choses que j'apprends aujourd'hui, je me dis, waouh, oh my God, si j'avais su ça il y a 3 ans, mon Dieu, où est-ce que je serais en fait? Il y a des choses que j'apprends aujourd'hui, je me dis, waouh. Même si ça, quand je parle de gestion d'argent, quand j'ai commencé à bosser, je ne savais pas tout ça en fait. J'ai commencé à bosser, j'avais le salaire dans la finance. J'étais en mode, ok, bon, de toute façon, moi, vu que j'ai un background dans la finance, j'ai travaillé comme finance manager et data scientist. J'ai commencé à bosser, je savais que mon salaire arrive à la fin du mois. Première chose que j'ai fait, j'ai pris un appartement plus grand. J'ai pris un appartement, je gagnais 3500 euros de net. J'ai pris un appartement qui me coûtait 1700 euros. Parce que j'étais en mode, ok, c'est mon appartement de rêve, je travaille, j'ai un poste managériel, je dois me faire plaisir. J'ai pris un appartement, littéralement, mon appartement était déjà out of, like, seriously. Après, j'avais les Uber. J'étais en mode, ok, les Uber, franchement, j'ai pas envie de me mettre dans des transports en commun, franchement, c'est pas, avant de prendre ma voiture, je suis dans les Uber. Il fallait manger avec les collègues, faire ceci, faire cela, envoyer l'argent au pays à tort et à travers. À la fin du mois, j'étais dans le rouge, en fait. Parce que je me demandais, mais comment c'est possible que je gagne plus quand je n'ai... Parce que quand j'étais étudiant, j'épargnais. Quand j'étais étudiant, je gagnais peut-être 800 euros par mois. Je faisais des jobs juste le week-end. J'ai toujours travaillé quand j'étudiais. Et quand j'étais étudiante, j'épargnais en fait. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que maintenant je travaille, je gagne 3 fois, 4 fois plus que quand j'étais étudiante, mais j'épargne moins. Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a fallu du temps pour me rendre compte que maintenant je gère mal les films, je gère mal mon argent en fait. Je n'avais pas de fonds d'urgence, je n'avais pratiquement pas d'épargne. Je n'avais rien. Je gagnais l'argent que je dépensais. Parce que je me disais, bon, maintenant j'ai un gros salaire, je me suis trop serré la ceinture quand j'étudiais, maintenant je dois vraiment me faire plaisir et tout. J'ai vécu comme ça pendant des mois. Jusqu'à ce moment, je me suis dit, mais attends, il faut que tu t'arrêtes à un moment donné parce que là, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Il faut que tu reprennes le contrôle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que c'était inconfortable. J'ai dit que je prends un appartement plus petit. Je vis seul. J'avais un appartement de deux pièces. Justement, mais je suis seule, je suis célibataire. Pourquoi je vis dans un appartement de 2 pièces? Dans un quartier huppé de Francfort. Je suis en mode, mais non, attends, à un moment donné. Je me suis dit, non, il faut que je downsize. Il faut que je downsize. Les Uber, c'est bon, c'est fini, en fait. Donc, ça, c'est important que tu comprennes, en fait. Parce que très souvent, je parle avec des personnes aujourd'hui qui ont 40 ans, qui sont dans la cinquantaine et qui me disent, waouh, j'ai du mal, je sais pas où mon argent est passé, en fait. Je me rends compte que ça fait 15 ans que je travaille, mais je n'ai rien économisé. Je me rends compte que ça fait 18 ans que je travaille, mais j'ai même pas un lopin de terre. Je suis en location. J'ai juste réussi à prendre ma maison parce qu'ils n'ont pas compris comment gérer leurs finances. Et ça, parce que l'argent est émotionnel, en fait. L'argent, ce n'est pas un truc qui est logique. Très souvent, on se sentiment que l'argent, c'est logique et tout. Non, mais la façon dans laquelle on dépense l'argent est émotionnelle. Ça veut dire, on se dit, oui, on justifie, en fait, les achats qu'on fait. On se laisse guider par les émotions, on justifie pas la logique. On a la garde-robe pleine de vêtements, on se dit non mais j'ai pas de robe noire ou j'ai pas de chaussures comme ça et tout, mais tu en as plein dans l'armoire en fait. C'est émotionnel. Et donc ici on n'a pas un objectif clair vers lequel on part, on continue à dépenser comme ça. Et donc avoir un budget c'est très important. Donc maintenant c'est à toi de faire un stop et de dire ok, mon argent quand j'ai mon argent à la fin du mois, comment est-ce que je le gère présentement? Où est-ce que mon argent, est-ce que quand je fais mon petit cercle, où est-ce que je dépense mon argent en fait? Où est-ce que mon argent s'évapore? D'accord? Et si ce n'est pas plus ou moins ça, on ne pas plus ou moins ça, je t'invite fortement à reconsidérer les choses. Parce que il faut te rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Et il n'y a pas de liberté qui sera atteinte sans sacrifice. C'est impossible. Toutes personnes qui ont des résultats, que ce soit une relation amoureuse qui est saine, que ce soit un compte en banque qui est plein, que ce soit un business qui est florissant, que ce soit une forme physique qui est intéressante, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix, en fait?
il faut que tu es prêt à payer le prix. Si plus tôt tu payes le prix, plus vite tu te crées plus vite tu t'approches de l'indépendance financière, en fait. Donc, une fois que c'est ça, une fois qu'on est conscient des sacrifices qu'on veut faire, l'étape qui va suivre va vraiment consister ici à enlever les dépenses inutiles. Forcément, une fois qu'on a fait ça, il y a les dépenses que tu dois forcément enlever. Il y a les choses comme pour moi, ça a été le Uber, ça a été arrêter de manger dehors tout le temps, revoir comment faire mon meal prep à la maison et tout ça, prendre un appartement plus petit, parce que je vivais seule à ce moment-là. Il y a des choses que tu devras faire, que tu devras sacrifier en fait. Mais c'est pas vraiment des sacrifices, c'est juste ce qui est requis pour aller au next level. Et donc on fait ce, en termes de stratégie pour épargner, je vais rapidement faire un petit truc pour aller sur stratégie pour épargner, d'accord? Parce que c'est un truc qui revient très souvent. C'est comment est-ce que j'épargne plus? Je sais qu'il y a une qui a demandé une fois dans une vidéo que je faisais, une qui m'a dit, j'ai un petit salaire présentement, comment est-ce que je fais pour, bien que j'ai un petit salaire, comment est-ce que je fais pour épargner? Il y a quelques stratégies que tu peux utiliser. Premièrement, c'est acheter moins mais de meilleure qualité, d'accord? Si tu as un petit salaire, c'est relatif en fonction de l'endroit où tu vis forcément. Mais tu peux commencer déjà à acheter beaucoup moins, mais de meilleure qualité. Ça veut dire, au lieu d'acheter par exemple 10 t-shirts à 10 euros chacun, tu te prends 3 t-shirts à peut-être 20 euros, qui vont te durer, ou à 30 euros, qui vont te durer peut-être 3 ans. Parce que quand tu prends les petits trucs là, les petits trucs à bas prix, ce qui se passe, c'est qu'ils se gâtent rapidement. Et donc, tu te retrouves dans un cercle vicieux ok, si j'ai pris un truc à 10 euros, ou j'ai pris un truc à 15 euros parce que c'était moins cher, mais après, ça s'est rapidement déchiré, ça s'est rapidement délavé, il faut que je prenne un autre truc. Donc, achète moins de trucs de meilleure qualité. Il y a des robes que j'ai achetées à 80 euros, à 90 euros, il y a 5 ans que je porte encore aujourd'hui. Parce que c'était vraiment de la très bonne qualité. Il y a des manteaux que j'ai achetés à 200 euros, que j'ai achetés à 300 euros, il y a 8 ans qui vont encore aujourd'hui parce que c'était juste de la bonne qualité. Il y a des sacs que tu achètes, les prix sont un tout petit peu élevés, c'est un investissement. En fait, donc achète moins mais de meilleure qualité. D'accord? Ça, c'est la première chose, acheter moins mais de meilleure qualité. Ça, c'est surtout pour, je pense que ça va pour les hommes comme pour les femmes. Deuxième chose que je peux faire pour économiser rapidement, c'est vraiment acheter en gros également. Tu vas par exemple faire les courses, au lieu d'acheter des trucs, au lieu d'acheter une bouteille d'eau par jour, achète 3 palettes d'eau en fait, achète une palette d'eau, je sais pas trop, achète des trucs en gros. Comme là, tu pourras, même qu'il s'agit de manger, tu peux acheter des trucs, au lieu de faire les courses pour la nourriture de chaque jour, tu prends les trucs en gros, tu fais un meal prep, et puis tu mets au congélateur, et puis c'est fait en fait. Donc, acheter en gros, acheter moins mais de meilleure qualité, c'est également pour économiser plus rapidement, c'est très important. Un truc que tu peux également faire pour économiser plus, même quand tu as un petit salaire, c'est commencer à te payer en premier. Je ne le dirai jamais assez. Là, quand on parle de faire, je pense que c'est important de préciser ça, quand je parle de ce petit cercle, la chose la plus importante que tu veux faire, c'est vraiment te rappeler que tu dois te payer en premier, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a dit 50% des besoins, 15% fonds d'urgence, 15% l'épargne. Cette épargne-là, l'épargne et le fonds d'urgence, c'est toi que tu payes. Donc, ça veut dire quand ton salaire arrive, tu veux, avant toute autre chose, avoir 30% que tu vis dans un compte. Avant de faire autre chose, avant de payer le loyer, avant de payer la facture d'électricité, avant d'aller acheter, avant de payer la scolarité de l'enfant, tu veux déjà payer 30%. Tu veux déjà prendre 30% de ton salaire, tu mets ailleurs. Tu sais que ça, c'est moi que je suis en train de payer. Avoir des virements, avoir des retraits automatiques de ton compte courant, ton compte d'épargne. D'accord? C'est très important. Donc ça, c'est quand même une stratégie que tu peux avoir à l'esprit pour vraiment booster la capacité que tu épargnes plus rapidement. Automatise le truc. Ça veut dire, si par exemple je gagne 33 000 euros à la fin du mois et que je sais automatiquement, dès que l'argent arrive dans mon compte en banque, bam, le 27 du mois, 30% de 3 000 euros, ça va faire combien? Ça fait 1 000 euros, je pense. 1 000 euros automatiquement est débité, va dans mon truc. Donc je reçois l'argent le 27 à midi, les ressources humaines me payent. À 15 heures ou à 18 heures plus tard, dans mon compte, il n'y a plus que 2 000 euros. Ça veut dire qu'automatiquement, quand je viens, que je veux commencer à dépenser, mon cerveau va s'habituer à dépenser 2 000 euros, pas à dépenser 3 000 euros. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de se dire, ok, je vais juste garder tout dans mon compte en banque. Ok, j'épargne 15%, d'accord, je laisse dans le même compte. Mais si je laisse dans le même compte, le risque que tu prends, c'est le fait que tu vas dépenser, en fait, tu auras trouvé des choses qui vont se produire, auxquelles tu devras faire face. Et tu vas te trouver dépenser. Donc, tu transfères automatiquement. Dans le cas où tu as des crédits, encore une question qui est revenue sur un live que j'ai fait récemment, quelqu'un me dit, ok, bon, là j'ai des crédits, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je priorise? Est-ce que je priorise le remboursement du crédit? Est-ce que je priorise l'épargne? Si tu as des crédits que tu dois rembourser, je privilégierais commencer par rembourser les crédits qui ont les plus gros taux d'intérêt. Parce que quand tu as un crédit, surtout les crédits de consommation, tu vas commencer par rembourser les crédits qui ont les plus gros taux d'intérêt. Parce que quand tu as un crédit, surtout les crédits de consommation, tu vas commencer par rembourser les crédits qui ont les plus gros taux d'intérêt. Parce que quand tu as un crédit,
Ils vont te plomber, ils vont te plomber ton credit score, ton risque de crédit. Ils vont avoir un impact sur la capacité que tu as emprunté dans le futur. Donc, si tu as des crédits, par exemple, tu vas appeler ta banque, te dire que voilà les différents crédits, voici les différents crédits que j'ai. Ou appelle tes débiteurs, tes créditeurs, pardon, dire que voici les différents crédits que j'ai. Quel est le taux d'intérêt que vous me chargez sur ce crédit? En fonction des taux d'intérêt qui sont les plus élevés, commence à payer ces crédits-là. Et donc, tu peux te dire, ok, je vais commencer à payer, je sais pas, 5% tous les mois sur mon... Et tu peux négocier également. Ce qui est bien, c'est que tu peux dire, ok, j'ai un crédit de 2 000 € ou j'ai un crédit de 5 000 €. Qu'est-ce que je fais? C'est un crédit de consommation. Honnêtement, moi également, j'ai eu des crédits à un moment donné. Quand j'ai commencé à entreprendre, j'étais vraiment extrêmement naïve. Comme je disais encore tantôt, je ne savais pas ce que je savais pas, je n'investissais pas en moi. Et donc, quand j'ai commencé à entreprendre, j'étais celle-là qui voulait avoir le succès rapidement. Et donc, j'étais celle-là qui avait le syndrome de l'objet brillant. Ça veut dire que tu entends qu'il y a tel business qui marche, tu investis rapidement. Après, tu entends qu'il y a tel business qui marche, tu investis rapidement. Et donc, je me suis retrouvée dans l'espace de 18 mois avec près de 12 000 € de dettes. J'avais une carte de crédit à ce moment-là. Et j'étais en mode, ok, je vais investir dans ce business, je vais aller all-in et je vais rembourser mon crédit. Après quelques mois, ça ne marche pas. Dès que j'ai un challenge, je me dis, ah oui, ça n'a pas marché. Attends, j'ai entendu parler de ce business, je vais plutôt investir dans ce business. Et puis, je grattais la carte à tort et à travers. Et donc, je me suis retrouvée après, en moins de 2 ans, j'avais près de 12 000 à 13 000 € de dettes. Et c'était vraiment assez énervant et assez frustrant parce que non seulement tu n'as pas d'épargne, mais tu n'as pas également tu n'as pas d'épargne, mais en plus tu es endetté et tu n'as pas de résultat de la raison pour laquelle tu es endetté en fait. Et je me sentais vraiment très bête parce que j'avais un background en finance et j'avais 2 masters. Et donc quand tu as un background comme ça, tu sais que tu es finance, tu as des masters et que tu te dis waouh, comment je me suis retrouvée dans une situation pareille? Comment je me suis dans une situation où je suis endettée et j'ai pas d'épargne? Et j'ai dit ok, je vais reprendre le contrôle. Je reprends le contrôle de mes finances. Je suis jeune, je suis dans la vingtaine, c'est bon, je vais me ressaisir en fait. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai appelé les différentes personnes, la carte de crédit que j'avais prise. Je me dit, quel intérêt sur mon truc? Ils m'ont dit, ok, voilà le taux d'intérêt quand vous facturez mon truc. Et en fait, j'avais une angoisse tellement importante à ce moment-là que je n'ouvrais même pas mes lettres en fait. Ils m'envoyaient des lettres, mais je ne les ouvrais même pas. Parce que je me disais, oh my god, mais j'ai pas l'argent pour les payer, qu'est-ce que je fais? Je vais même pas les ouvrir, j'ai même pas envie de lire ce qu'ils me disent, parce que j'avais tellement honte, j'étais déprimée, j'étais en mode, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de... Ça va disparaître un jour, je vais me revenir jusqu'à ça aura disparu. Mais ça ne disparaîtra pas en fait. Quand tu es endetté, je pense que c'est un truc très important qu'on parle ce soir, parce que quand tu es endetté, parce que tu as pris des choses, bref, des crédits de consommation, la dette ne disparaîtra pas. Plus tôt tu l'affrontes et mieux c'est. D'accord? Et une chose qui a été importante pour moi de faire, c'est vraiment dire que je vais appeler la compagnie de crédit, dire ok, voilà ma situation, j'ai pris des dettes pour des business, mais ça n'a pas marché, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux renégocier mon crédit? Est-ce qu'on peut avoir un échelonnement? Parce que quand tu ne communiques pas avec eux, forcément, ils t'ajoutent des ajouts en fait, au fur et à mesure, qui font que le prêt en fait augmente. Donc, je me suis retrouvée je suis passée pratiquement de 13 000 € de dette à près de 15 000 € de dette parce que je ne voulais pas être responsable. J'étais en mode, oh, ça va disparaître un jour, je me réveille, ça aura disparu. Ça n'a jamais disparu. Donc, tu les appelles, tu renégocies les trucs, tu renégocies les intérêts sur ta dette et tu renégocies également un échelonnement. Ok, je peux payer tous les mois 300 €. Je peux payer tous les mois 100 €, je peux payer tous les mois 500 €. C'est mieux de communiquer avec eux parce que quand tu communiques avec eux, déjà, les intérêts stoppent. Où ils se réduisent et tu peux au moins chercher cette tranquillité-là. Et dans ce que je suis vraiment de faire au cas où tu as les dettes, c'est comme appeler, renégocier les taux d'intérêt et vous accorder sur un mois sur les paiements sur le terme en fait. Et ça finit, je veux dire, après moi ça m'a pratiquement pris, une fois que j'ai affronté les dettes que j'avais pratiquement près de 15 000 € de dettes en tout. Ça m'a pratiquement pris peut-être 6 mois pour les repayer. Ça m'a pris 6 mois pour les repayer. Parce que une fois que je me suis rendu compte, ok, voici le gouffre dans lequel je me suis plongée, il faut que je m'en sorte. Personne ne va venir me sortir de ce gouffre. Je suis là parce que j'ai été bête. Il faut que je me sorte de ce gouffre. C'est la première chose qu'il faut faire en fait quand tu es dans une situation qui ne te plaît pas. Et je te dis comment est-ce que je me sors de là. Et donc moi je dis que je vais travailler sur. On en parle dans la deuxième partie de ce live dans laquelle on parle de comment augmenter ses revenus. Parce que je ne serais pas sorti je n'aurais pas pu repayer la dette ces 18 000 € de dette en 6 mois si je n'avais pas augmenté mes revenus en fait. D'accord? C'est important de le préciser parce que c'était impératif en fait pour moi parce que je voulais éponger la dette rapidement. Je ne voulais pas traîner cette dette sur le dos. Surtout que
à chaque fois que je recevais les lettres, j'avais une panique en fait. Donc je voulais pas vraiment continuer avec ça, comme une sorte de bourreau dans le dos. Et donc on parle tantôt de comment est-ce que tu peux augmenter tes revenus. D'accord. Donc on parlait tantôt de comment est-ce que tu épargnes rapidement. Donc on a parlé de acheter en gros, acheter de meilleure qualité mais moins fréquemment. Et également te payer en première, créer des virements automatiques pour vraiment faire ton truc. Également, une chose, la quatrième chose que je vais faire pour épargner rapidement, c'est tout simplement faire un downgrade. Faire du downsize. Si tu es dans un appartement qui est trop grand, considère prendre un appartement plus petit. Si tu vis seul et que le loyer est trop élevé, considère prendre un colocataire avec qui tu vas partager, je sais pas trop quoi, peut-être tu prends un appartement de 2 et tu partages une chambre et tout. Considère, si tu as, je veux dire, il faut que tu te regardes, dans quoi est-ce que je dépense le plus? Dans quoi est-ce que je dépense le plus? Qu'est-ce que je sacrifie? Qu'est-ce que je sacrifie? Moi, je sais que est-ce que je mange trop dehors, par exemple? Est-ce que je vais trop dehors? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que j'ai besoin de manger 5 jours par, 5 jours sur 7 dehors? Regarde ça, downsize, downgrade. D'accord? Et je sais que c'est très difficile parce que c'est se dire non en nous-mêmes. Et très souvent, on se dit non, on se dit, mais j'ai passé tout le mois à travailler, je dois me faire plaisir, c'est la moindre des choses. Et c'est vrai que je dois te faire plaisir, c'est la moindre des choses, c'est pour ça qu'on a 5%. Donc, quand tu vas au-delà de tes 5%, demande-toi, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est la version de moi aujourd'hui, la version de moi future? Parce qu'une chose qui est importante, on a parlé de la façon à laquelle les riches, les gens de la classe moyenne et les pauvres pensent à propos de l'argent. Il est important de se rappeler que l'une des choses qui fait des riches les riches, c'est parce qu'ils sont prêts à retarder la gratification. Toute personne qui a accumulé des revenus importants sont des personnes qui ont pouvoir intense à retarder la gratification. Ce sont des personnes qui peuvent manger le riz sauté tous les jours alors qu'elles ont des dizaines de milliers d'euros dans leur compte en banque. Ce sont des personnes qui peuvent passer 5 ans avec une même paire de chaussures alors qu'elles ont des immeubles qu'elles sont en train de construire. La capacité que tu as à retarder la gratification, c'est l'une des choses que les personnes qui sont vraiment riches ont comprises. Et du coup, elles le font avec le sourire aux lèvres. Parce qu'elles savent dans quoi elles sont en train d'investir. Elles savent que je suis en train de créer la richesse, pas seulement pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Genre de faire des investissements qui vont littéralement rendre ma famille multimillionnaire. Du coup, elles le font avec le sourire aux lèvres. Je parle avec une entrepreneur qui a un chiffre d'affaires que son entreprise génère. Elle est multimillionnaire. Elle a un chiffre d'affaires que son entreprise génère de plus de 6 chiffres par mois. Et elle me disait, on parlait un peu de comment est-ce qu'on se paye et tout en tant qu'entrepreneur dans le business et tout. Elle me dit, écoute, Jolie, moi, je me paye moins de 2000 euros par mois. Je dis, mais comment tu te payes moins de 2000 euros par mois? Ton business génère littéralement 150 000, 250 000 euros par mois. Elle me dit, oui, je me paye moins de 2000 euros par mois. Et j'étais choquée parce que moi, mon business génère moins, mais je me paye plus. Elle me dit, oui, non, parce que de toute façon, j'ai des trucs dans lesquels j'ai investi et tout. Et donc, pour te dire, en fait, que c'est pas parce qu'elle ne peut pas, c'est parce qu'elle a une vision plus importante de ce qu'elle veut créer. Et c'est la raison pour laquelle ton environnement est important. Parce que quand tu as un environnement où les personnes dépensent pour tout et pour rien, tu voudras dépenser également. Tu es la moyenne des personnes que tu as. Si tu es entouré d'amis, de copines qui sont toujours en train de te dire, oh oui, moi j'ai acheté telle robe, j'ai acheté tel parfum, j'ai acheté telle jupe, j'ai acheté tel truc. Il faut revoir ton environnement. Est-ce que mon entourage sont des personnes qui dépensent énormément et qui me font me sentir mal parce que je ne dépense pas autant qu'elles, ou mon environnement sont des personnes qui investissent plus qu'autre chose? Parce que ton environnement aura un impact sur tes dépenses, en fait. Si tu es entouré de personnes qui dépensent trop, ce sera plus difficile, parlez doucement, ok, ce sera plus difficile d'épargner si tu es entouré de personnes qui dépensent énormément, en fait. Donc, revoir ton environnement également, c'est très important. Donc, c'est ça le truc. En fait, quand je parle et que je suis excitée, l'articulation quitte un peu. Et donc, on a parlé des différentes stratégies que tu vas avoir à l'esprit pour vraiment ici épargner plus rapidement, épargner plus. Maintenant, la partie la plus importante, qui pour moi me plaît toujours le plus, c'est quand on va parler ici de comment est-ce qu'on augmente ses revenus. Comment est-ce que je gagne plus? Parce qu'au final, on a beau vouloir, on sait comment épargner, on sait comment on doit rembourser les dettes, et ainsi de suite, mais la véritable façon à laquelle tu vas accélérer la capacité que tu as à gagner plus d'argent, ou à épargner même plus, c'est en reprenant le contrôle sur la façon à laquelle tu gagnes de l'argent. Je dis toujours qu'il y a deux façons à laquelle tu peux t'enrichir. Soit tu épargnes plus et tu épargnes littéralement tout ce que tu gagnes, ou tu gagnes plus. D'accord? Si tu peux dire, ok, je vais épargner chaque centime que je gagne. Je gagne par exemple 5 000 euros à la fin du mois et je veux augmenter mon épargne. Ça veut dire, je gagne 5 000 euros et jusqu'ici, j'ai épargné 1 000 euros par mois. D'accord? J'ai suivi la masterclass business entrepreneuriat. Maintenant, je vais aller de 1 000 euros d'épargner à 4 000 euros d'épargne. Disons que tu es quelqu'un de vraiment
déterminé. Ok? Tu te rends compte que si tu vas avec un style de vie si initialement tu dépensais 4 000 € par mois pour tes dépenses quotidiennes et tout, et que tu commences à dépenser 1 000 € par mois, ton niveau de vie va extrêmement être dégueulasse. Tu vas manger beaucoup moins, tu vas vraiment vivre dans des conditions beaucoup plus terribles en fait. Et donc l'idée c'est vraiment comprendre comment est-ce que je fais en sorte pour booster mon revenu. Comment est-ce que je fais pour épargner plus. Et quand je parle de 5 000 € forcément, c'est à titre générique. C'est pas, je veux dire, 5 000 €, il y a des personnes en Allemagne qui gagnent 5 000 € de revenus en fait. Et si tu vis en Afrique, tu peux dire, ok, je gagne par exemple 500 €, je gagne 300 €. Ces montants, forcément, ils sont à titre indicatif. Tu changes en fonction de l'endroit où tu vis et ton salaire. Donc, ça veut dire que si tu gagnes par exemple 1 000 € ou 3 000 € ou 2 000 €, chacun, le revenu, tout le revenu de chaque personne est différent les uns des autres. Donc, mais l'idée, c'est vraiment, c'est comment ça j'augmente mes revenus. Tu augmentes tes revenus ici vraiment en investissant. D'accord, tu augmentes tes revenus en lançant des business. Je pense que l'une des choses les plus importantes, du moins qui m'a aidé moi, c'est de commencer à investir aussi tôt que faire se peut. Et le meilleur investissement que tu peux faire, comme on a tendance, c'est investir en toi. Donc l'idée, c'est vraiment tu investis en toi pour acquérir une compétence, pour lancer un business que tu pourras monétiser par la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je sais que je me dis que je veux augmenter mes revenus, mais je veux augmenter mon épargne, mais sans avoir réduit ma qualité de vie. Ça veut dire, si je dépensais 4 000 € par mois pour vivre, je ne veux pas forcément dépenser moins. Je veux augmenter mon épargne sans réduire ma qualité de vie. Ok? Parce que tu peux te dire, ok, pour épargner plus, je dois vivre dans des conditions pires. Ou pour épargner plus, je peux vivre dans les mêmes conditions, mais tout simplement augmenter la capacité que je vais gagner de l'argent. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire aussi comment est-ce que je fais en sorte que j'augmente mes revenus, tout simplement. Comment est-ce que j'augmente plus? Mais comment est-ce que j'augmente plus mes revenus? Tu vas tout simplement te demander quel est le business que je peux lancer qui va créer du cash flow. D'accord? On va passer ça. Quel business que je vais lancer qui va faire que mon épargne augmente, qui va faire que mon épargne augmente, que mes revenus augmentent. L'idée, c'est vraiment ici, quand on a parlé d'investir sur soi, 5% pour investir sur soi. Tu veux que ces 5% soient très stratégiques. Parce qu'on n'est plus à l'école, quand on va à l'école ou quand on va à la fac, ce qui se passe, c'est qu'on apprend 15 000 choses, différents sujets, différentes matières. À la fois, on n'utilise pas du tout ce qu'on a appris. Par contre, quand tu deviens entrepreneur, tu vas être très stratégique. Tu veux vraiment dire que je vais pendant les 3 à 6 prochains mois me concentrer sur maximum 2 compétences. Je vais me concentrer sur un maximum de business. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'on se dit, ok, le millionnaire moyen a 7 business, donc je vais également avoir 7 business. Ou je suis telle personne, il me dit qu'il fait ça, ça, ça et ça. Ça veut dire que je dois également faire des choses dont il me parle. Non. Quand tu commences, tu veux prendre cet argent que tu dépenses pour investir en toi, prendre une formation, prendre un coaching et tout ça, pour apprendre une compétence, on demande prendre un business et le lancer. Donc, ces 5% que tu investis, tu vas les fructifier derrière. Par exemple, quand je me suis rendu compte que j'étais endettée, j'avais pas d'épargne et je me suis dit, oh my god, il faut que je sorte de ce gouffre financier. La façon à laquelle j'ai fait pour rembourser les 18 000 € en 6 mois, c'était vraiment me disant, parce que le salaire que j'avais était déjà capé, en fait, à ce moment, j'avais encore un boulot à temps plein. J'ai dit, comment est-ce que je fais pour gagner plus d'argent? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais lancer un business. Je vais acquérir une compétence. J'ai pris un truc, j'ai dit, ok, pour cette fois-ci, je me concentre. Parce que je me suis rendu compte, j'ai fait une introspection, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle, par le passé, j'avais du mal à avoir des résultats dans les business que je lançais, c'est parce que j'étais pas concentrée, en fait. J'allais d'un business à l'autre rapidement. Dès que j'avais un challenge, dès que j'avais un problème qui se passait, vu que je n'avais pas de mentor, je disais, ok, bon, d'accord, c'est trop difficile, je suis frustrée, ça ne vaut pas la peine, je passe à autre chose. Et donc, je me suis dit, ok, d'accord, Jolie, là, tu arrêtes avec ce cercle vicieux dans lequel tu es. Tu te concentres sur une seule chose et tu vas all-in. Donc, j'ai dit, ok, j'ai pris ce montant, j'ai investi dans une formation, j'ai appris des compétences de copywriting que j'ai vendues derrière. J'ai dit, ok, je vais apprendre ces compétences de copywriting. Je me rappelle toujours ce mentor-là. Oh là là, je me suis dit, ok, c'était 2 500 € la formation. Je n'avais pas 2 500 € à ce moment. Je me suis dit que je peux pas. Mais je me suis dit, il faut absolument que je me forme parce que là, je dois vraiment faire ce une marche. J'ai dit, ok, est-ce que je peux payer par échelonnement? Il m'a dit, ok, tu peux payer en trois paiements. J'ai dit, ok, allons-y. Et je me suis dit, quand j'ai décidé d'investir, je me suis dit, je dois, avant que les 3 mois finissent. Ça veut dire, je me suis donné 90 jours. Là, j'ai fait 2 500 € divisé par 3. J'ai dit, ok. Avant que les 3 mois ne finissent, je dois avoir mon retour sur investissement.
Parce que j'en avais marre, en fait, d'avoir investi encore et encore et encore et ne pas avoir eu de résultat. Je me suis dit que là, cette fois-ci, je vais all in. Je donne tout ce que j'ai. Et donc, quand j'ai investi dans ce truc, pour apprendre ces compétences en demande là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à la monétiser. Je suis passé à l'action de façon extrêmement massive, en fait. J'ai fait ce qui était requis pour la monétiser, en fait. Je suis passé à l'action et tout. Et j'ai réussi à la monétiser. Et avec la monétiser veut dire aussi que j'ai réussi à acquérir des clients avec l'expertise que j'avais acquise. J'ai réussi à vendre cette expertise-là comme freelance. Je travaille avec ces clients-là, j'offrais mes services comme freelance. J'ai réussi à, avant la fin du troisième mois, j'avais probablement généré 6 000 € avec la compétence. Et j'ai commencé à repayer ma dette. Parce que tout l'extra revenu qui est entré est allé dans le repaiement de la dette. Et c'est comme ça que j'ai pu, sans forcément avoir des changements drastiques dans mon style de vie, repayer la dette que j'avais et commencer à économiser de façon plus importante. D'accord? Et donc, quand tu veux augmenter tes revenus, l'une des choses que je pense est la plus importante que tu puisses faire, c'est vraiment te dire quelle est la compétence que j'apprends. Beaucoup pensent que investir veut dire, ok, je dois l'acheter un immeuble, je dois investir dans l'immobilier, ou je dois aller avec Amazon FBA, ou je dois faire du dropshipping, ou je dois faire le marketing de réseau. Ce que je recommande toujours, c'est lance un business sur lequel tu as le contrôle complet. Lance un business, surtout quand tu commences, quand tu es en train de te dire, ok, là, je veux vraiment avoir mon revenu qui gagne, qui augmente. Lance un business sur lequel tu as un contrôle sur la capacité que tu as généré de revenus derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu lances par exemple un business comme, disons, le dropshipping, ok, tu as tellement de valeurs qui dépendent de toi. Ça veut dire qu'il faut que le produit soit de bonne qualité, il faut que ceci, il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Ou quand tu lances un business, par exemple, au pays, il faut que ceux qui sont au pays soient des personnes fiables. Il faut que tu puisses te déplacer pour aller au pays, voir ce qui se passait vraiment, les choses se passent normalement, en fait. Il y a des tensions qui vont être créées et ainsi de suite. Par contre, quand tu lances un business comme freelance, non seulement tu le fais ici, tu le fais où tu es, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, ça importe peu. Tu le fais où tu te trouves présentement. Tu as la capacité à le faire sans forcément mettre ton travail que tu fais présentement en risque. Ça veut dire que si tu as un boulot que tu as présentement, c'est ce que moi j'ai fait pendant très longtemps quand je me suis lancée, je travaillais parallèlement à mon boulot. Et c'est uniquement quand je me suis rendu compte que, ah d'accord, le revenu que j'ai avec ce business est pareil à ce que j'ai est plus ou moins pareil à ce que je travaille, ce que j'ai au boulot. Bien que je travaille seulement à mi-temps, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est le moment pour moi de me licencier. C'est le moment pour moi de me licencier, de scaler mon activité, mon business. Et je suis allée de freelance avoir l'agence de marketing que j'ai aujourd'hui. Mais ça a commencé parce que j'en avais marre en fait. J'en avais marre d'être dans une sorte de cercle vicieux où, à la fin du mois, tu as un salaire important qui arrive, mais tu as les dépenses qui font que le salaire s'évapore, en fait. Un cercle vicieux où tu te dis, oh my god, je veux que ce truc entrepreneurial marche, mais ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais, en fait? Et donc, tu arrives, ok, quelle est la compétence que je vais offrir, qu'est-ce que je vais apprendre et que je vais vendre, en fait? Parce que la vérité, c'est que, indépendamment de indépendamment où tu es, tu peux vendre une compétence. Tu peux offrir une compétence. Ce que j'aime me dire très souvent, c'est que quand tu veux le penser, si tu travailles par exemple et que tu as un boulot, il faut te rendre compte que pour le moment, tu es ici et tu offres ta compétence ou ton expertise à une personne qui est ton employeur. D'accord? Et donc, tu passes 40 heures par semaine ici, tu lui donnes ton temps, il te donne de l'argent à la fin du mois. Parfait. Maintenant, si tu veux augmenter tes revenus, tu veux te dire comment est-ce que je fais en sorte, parce qu'en tant qu'être humain, tes revenus seront toujours proportionnels à la capacité que tu as apporté de la valeur. Donc, plus tu pourras apporter une valeur plus importante, ou apporter de la valeur à un grand nombre de personnes, plus tes revenus vont augmenter. C'est la mathématique, en fait. Donc, c'est l'équation, en fait, de la réussite, l'équation de l'enrichissement. Si tu veux devenir plus riche, demande-toi comment est-ce que j'apporte plus de valeur, ou comment est-ce que j'apporte de la valeur à un plus grand nombre de personnes. D'accord? Et donc, quand tu deviens, par exemple, freelance, auto-entrepreneur, consultant et tout ça, ou quand tu commences à offrir ton expertise, ce qui se passe, c'est que tu passes d'offrir ta compétence à un individu qui est ton employeur, à offrir la compétence à 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 15 personnes. D'accord? Et c'est ce qui fait que ton business croît. Et tu n'as pas, je vais dire, par exemple, quand moi je travaillais, que je me suis dit que je dois monétiser mon investissement en 90 jours, et que j'ai commencé à avoir des clients comme freelance, je n'ai pas commencé à travailler 80 heures. Je veux dire, j'ai doublé mon salaire, mais je ne travaille pas forcément 2 fois plus. Parce que quand tu travailles, que tu es un emploi, tu es payé sur la base du temps que tu passes au boulot. On te dit, ok, tu viens, tu passes ces 40 heures par semaine ici. Ou c'est 36 heures par semaine. Ok, d'accord. Donc tu viens le matin, même il y a des jours où tu arrives au boulot, il n'y a pas grand chose à faire, mais tu dois quand même être là de 8h à 16h ou de 8h à 17h parce que c'est le contrat en fait. Mais on est d'accord qu'il y a des jours où tu arrives au boulot, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Ou tu arrives au boulot, c'est plutôt tranquille et tout ça.
Maintenant qu'on a on a le home office, je pense qu'il y a un ami qui me disait que des fois il travaille, il est en train de regarder son match, il est juste en train de taper là sur la souris pour que son employeur ne sache qu'il n'est pas en train de travailler en fait, parce que vu qu'il travaille de la maison, il peut faire ses tâches littéralement en 1 heure, 2 heures, après le reste du temps, il se relaxe tout simplement. Donc quand tu es au boulot, en fait, tu es payé sur la base du temps. On te dit 80 heures par semaine, tu as tes 2500, 3000 euros, 4000 euros à la fin du mois, ou 1500 euros en fonction de l'endroit où tu vis dans le monde. Mais quand tu travailles en tant qu'entrepreneur, tu es payé sur la base du résultat. Ça veut dire que tes clients vont te payer sur la base du résultat. Ça veut dire que ça te prend, que ça te prenne 10 heures, ou que ça te prenne